Madame, Monsieur, bonsoir. Il est 18h30. Bienvenue dans le journal de TNTV. Je suis ravie de vous retrouver. Tout de suite, les titres de ce jeudi. La révolution énergétique est en marche à Huahine. L'île s'apprête à construire une centrale agrivoltaïque, une première aux îles sous le vent, et bientôt plus de 50% de l'électricité de l'île produite grâce au solaire. Le projet en images et les explications au début de ce journal. Implanter un poumon vert dans la ville. Mission accomplie cette semaine pour plus d'1 millier d'élèves. Ils ont participé à la plantation d'une forêt urbaine à Papeete, un projet écologique ambitieux. On en parle dans un instant. Le succès au rendez-vous pour le Tamouré Marathon de Paris. 140 danseuses ont vibré au rythme du Orit Haiti avec un objectif pour l'école de Tahia Kambé, organisatrice de l'événement, réaliser son rêve de participer au Hura Tapairu en novembre. Enfin, comme chaque jeudi, Oriano Tefeu est parmi nous. Restez avec nous. On prend des nouvelles de nos sportifs à l'étranger ce soir. Huahine sera donc la première des îles sous le vent à être dotée d'une centrale agrivoltaïque. Installée sur une terre agricole, la centrale doit permettre de produire plus de 50% d'électricité grâce au solaire. Une étape clé vers l'indépendance énergétique, et déjà d'autres îles des Rarumatai pourraient bientôt suivre. Voyez ce reportage de Jessica Doucet. Sous un soleil radieux, la SPL Tewira Api Notemomotu, entourée des Tavana et de ses partenaires, a lancé son projet phare, une centrale agrivoltaïque qui produira à la fois de l'électricité et des bénéfices agricoles. Ce chantier marque un changement majeur pour Huahine, avec 3500 kW crête de panneaux solaires installés sur structures hautes et des batteries de 5400 kWh pour stocker l'énergie le jour et la restituer la nuit. Actuellement, plus de 99% de l'énergie est produite par les hydrocarbures, et demain, donc, ce sera plus de la moitié de l'énergie qui sera produite par le solaire. Et donc, en fait, quand il y aura des impacts du prix de l'hydrocarbure à l'international, ben ça va très peu venir influencer le prix du kilowattheure que paiera l'habitant à la fin, quoi. Une véritable révolution énergétique, puisque la part du renouvelable passera de 0,5% en 2024 à 53% dès la mise en service. Et ce n'est qu'un début. Huahine est la première étape d'un programme beaucoup plus vaste. L'ambition, c'est la première étape, c'est d'arriver à au moins 50% d'énergie renouvelable dans chacune des concessions. Dans la première étape, aujourd'hui, c'est sur Huahine, et nous avons programmé tous les ans une concession. Donc l'année prochaine, ce sera l'île de Reatea et Ta'a et les deux autres îles des Australes. Le montant total de l'investissement est de 1,26 milliard de francs, financé à 5% en fonds propres, 63% par un emprunt auprès de l'Agence française du développement, 32% par l'État. Alors cette aide financière a été octroyée via le Fonds de transition énergétique, donc, qui a été institué en 2023. Donc là, on est sur la 3e année. Donc il y a eu déjà plusieurs îles, plusieurs communes et archipels qui ont déjà bénéficié. Avec ses 5500 panneaux solaires en cours d'installation, Huahine montre la voie. Dans quelques mois, l'île produira plus de la moitié de son électricité grâce au soleil. Un pas décisif vers l'indépendance énergétique et un modèle que les autres îles pourraient bientôt suivre. En justice maintenant, ils devaient comparaître à leur procès cet après-midi, mais il faudra attendre. Les 5 prévenus impliqués dans un trafic d'aïs à Moorea et arrêtés samedi dernier seront jugés le mois prochain. Un procès renvoyé, faute de temps pour préparer leur défense. Les explications de Sam Teinaouri. Jurisprudence 5 ans. Les avocats de 4 des 5 prévenus viennent de demander un délai pour préparer la défense de leurs clients. Ils n'ont eu qu'une demi-journée pour examiner les 500 pages du dossier de procédure. L'enquête aurait duré 4 mois. Les arrestations et perquisitions se sont déroulées samedi pour un déferment mardi et une transmission du dossier hier en fin de matinée. Le procureur de la République a demandé leur maintien en détention provisoire en attendant la nouvelle date du procès. Les avocats ont demandé un placement sous contrôle judiciaire.
Sur les 5 prévenus, un seul a été placé sous contrôle judiciaire, un jeune de 21 ans qui a été identifié comme le moins impliqué dans le réseau. La détention provisoire est prévue par le code avec des conditions très spécifiques qui en l'occurrence là pour lui n'étaient pas vérifiées. C'est quelqu'un de très jeune qui n'a pas de mention à son casier judiciaire, qui a une structure familiale qui est très encadrante, il est ancré dans sa famille à Montréal. Je pense que c'est plutôt ça, l'absence de condamnation au casier judiciaire, son jeune âge et le fait qu'il ait une famille qui soit présente, qui l'entoure et qui lui apporte un cadre suffisant pour que le tribunal lui fasse confiance pour ce qui se représente à l'audience de jugement qui aura lieu dans un mois à peu près. Le procès est renvoyé au 13 novembre. Conformément à la loi, le placement en détention provisoire doit garantir la présence des prévenus le jour du procès et empêcher toute concertation, sauf qu'ils seront tous détenus à Noutania avec d'autres personnes en attente de leur procès ou déjà condamnées pour trafic d'ice. Reconnecter le citoyen au vivant, préserver la nature tout en améliorant son cadre de vie. À Papeete, des élèves sont en train de transformer une friche industrielle en forêt urbaine. Inspiré de la méthode japonaise Miyawaki, le projet voit le jour grâce à la Brigade Verte. Plus d'1 millier de jeunes y ont participé tout au long de la semaine. Laure Philibert, Jeanne Tinoroa. Faire renaître la forêt en périphérie de la zone industrielle, c'est le sens de l'action menée par ces collégiens et lycéens. Récemment débarrassés de carcasses de voitures abandonnées, la vallée de Tiberui reverdit. On essaye de planter le plus de plantes, de jeter tous les déchets qui sont jetés, de retirer tous les déchets sur les plages, d'essayer de sauver notre planète. Je suis éco-déléguée parce que j'aime bien la nature. Je fais du surf un peu, j'aime bien l'eau aussi. Sans plantes, déjà on peut plus vivre et en même temps, ce serait pas beau, je sais pas comment on pourrait faire. L'idée maintenant, c'est vraiment d'amener des essences locales nobles, donc des manguiers, des caramboliers, des loganes, enfin là vraiment beaucoup d'arbres fruitiers. Ils décrochent des téléphones, ils décrochent du virtuel. Là, on n'est pas dans l'intelligence artificielle, on est vraiment dans l'intelligence humaine. Ces élèves ont choisi de s'impliquer dans la protection de la nature. Tous sont éco-délégués. Cette sortie pédagogique à quelques centaines de mètres de leur établissement scolaire change leur regard sur leur environnement. Déjà, ça fait du bien de toucher la terre, ça fait du bien, ça fait du sport aussi, ça fait du bien d'être ensemble avec des amis. Ça change de tout le temps rester sur l'écran, ne pas découvrir autre chose que cet écran. Toute ma vie, là, ici à Tiberui, je vais ramasser les carcasses des gens. Ce n'est pas mes saletés. Voilà, je le fais gratuitement. Mais si tu vois qu'ils ne viennent pas aider, contribuer, il y a quelque chose qui cloche. Au total, plus d'1 millier d'élèves est sensibilisés au cours de cette semaine d'action. On a fait une opération Clean-up Day hier, donc ils ont fait une opération de dépollution. Et on a déjà planté en début de semaine aussi au sein du collège. Donc on a créé une micro-forêt urbaine au sein du collège. Une 4e édition de l'Urban Forest Initiative qui s'achèvera samedi par une soirée cinéma gratuite au Parc Paof-Ey. Sans nature, on s'envole direction la France à présent et plus précisément à Aix-en-Provence où les AEPF se sont réunis le temps d'un week-end. Les associations des étudiants polynésiens ont tenu leur premier conseil d'administration de l'année, l'occasion de travailler sur les projets d'avenir mais aussi de retrouver un peu de chaleur polynésienne dans les assiettes. Un rassemblement suivi pour nous par Herehau Teariki. L'association des étudiants polynésiens d'Aix-Marseille accueille plus d'une trentaine de participants venus de toute la France. La fédération des AEPF ainsi que 8 des 9 associations d'étudiants polynésiens ont répondu présents. Sacs de couchage, repas et consommation électrique, tout est pris en charge par les étudiants aixois. Et pas question de nourrir les invités de simples pizzas. Ce matin, pour le petit déjeuner, on a préparé du pois rôti avec du poisson cru. On avait commandé aussi des petites viennoiseries à la boulangerie d'en face. Et là, pour midi, on prépare du carpaccio de bœuf et du sashimi. Merci, Ex pour le Merci. Regagner des forces avant de passer à l'action. Ce premier conseil d'administration est l'occasion pour les associations étudiantes de présenter leurs projets et de défendre leurs besoins financiers. La Fédération des AEPF accorde les subventions en fonction des besoins et des arguments des bureaux.
Le conseil d'administration sert notamment à ouvrir la nouvelle année en termes d'exercice, mais aussi de débattre sur des sujets pour les étudiants, pour les associations. Aujourd'hui, on va débattre sur des pré-demandes d'apport financier, comme vous le dites, et ce qui fait qu'aujourd'hui, le premier conseil est assez long parce qu'il y a débat, ça peut durer des heures. Pour l'AEPF Aix-Marseille, comptez environ 6 000 € chaque année, un montant principalement destiné à couvrir les dépenses du foyer, eau, électricité, taxes d'habitation et entretien général. Une partie des subventions perçues par l'association est également consacrée aux activités prévues dans l'année. En amont, durant la première réunion de notre association, on a établi un programme d'activité prévisionnelle jusqu'à décembre et aussi pour le début de l'année prochaine. Et justement, on est en train de défendre nos activités, qu'on est vraiment motivé pour les faire et qu'on a besoin d'argent pour subventionner tout ça. Chaque année, la Fédération des AEPF reçoit une subvention de 64 000 € de la part du ministère de l'Éducation, soit environ 7 millions de francs pacifiques. Pour cette année 2025-2026, un nouveau défi financier pourrait s'ajouter avec l'organisation du Heiva des AEPF. Et d'Aix-en-Provence, on se rend plus au nord, à Paris, où le Ori Tahiti a attiré plus de 140 danseuses le temps d'un marathon. Au-delà du côté festif, l'événement permet aussi de collecter des fonds pour l'association Au Tahiti Nui. Son objectif, participer au Hura Tapairu le mois prochain. Le reportage de nos correspondants Wallis Glaise et Pierre Lamarque. 16 000 km franchis en quelques pas de danse. C'est un peu l'esprit que souhaite insuffler Taya Kambé, la directrice de l'école de danse tahitienne au Tahiti Nui, pour ce rendez-vous à la fois sportif et culturel. Cette année, 140 danseuses ont tenu pendant 4 heures le rythme imposé par la chorégraphe. Et les marathoniennes ont été juste géniales, vraiment géniales. On ne peut qu'apprécier l'évolution du niveau chaque année. Alors vraiment, on avait un super niveau, 140 danseuses et 140 danseuses à fond et avec une bonne ambiance. C'est la 8e édition de ce Tamoré Marathon et le succès est au rendez-vous. Sur sa lancée, l'école de Taya Kambé promeut de la meilleure des manières la culture polynésienne. Je pense qu'il y a un engouement général dans le monde entier pour le Ori Tahiti. C'est une discipline qui est très complète. C'est à la fois un sport, une culture. Enfin, il y a vraiment cette empreinte culturelle avec des valeurs telles que cet esprit familial, ce travail d'équipe qui sont très importants. Ce côté aussi s'exprimer de par la danse, ce côté artistique. Beaucoup de femmes se retrouvent là-dedans. Ça permet à beaucoup de femmes de s'épanouir. Beaucoup de bienveillance dans cette compétition, mais un concours reste un concours. Un jury, carnet et stylo en main, mentionne les danseuses les plus appliquées. Les danseuses sont très investies, elles m'impressionnent beaucoup parce qu'on a des danseuses qui sont polynésiennes, d'autres qui ne sont pas polynésiennes, des danseuses avancées, d'autres beaucoup moins et qui prennent tout autant de plaisir et c'est un bonheur à voir. Le marathon arrive à sa fin, les 140 concurrentes peuvent enfin souffler. Taya et son équipe remettent les trophées et cadeaux. C'était Hani qui a reçu le prix d'excellence avec à la clé une inscription au prochain Heivaï Paris. Je m'attendais vraiment pas à le gagner. J'ai profité de mon moment, j'ai juste profité, j'ai kiffé parce que c'est pas souvent qu'on fait des choses comme ça. Donc là j'ai juste profité, j'ai kiffé. Ce n'est plus à démontrer, le Ori Tahiti n'a plus de frontières. Christina est venue du Chili, elle ne voulait pas rater cet événement. Oui, j'étais très optimiste, je suis très contente d'avoir participé et d'avoir gagné ce prix. À noter que cette année, les fonds récoltés permettront à l'école de participer au Hura Tapairu Manihini, un prestigieux concours international qui se tiendra à Tahiti en novembre prochain. Retour au Fénois et ce grand rendez-vous pour les gamers. Le Rockstar eSport Championship 2025 revient demain à la présidence. L'événement ambitionne d'accueillir cette année près de 1000 spectateurs et l'organisation souhaite également ouvrir la compétition dans le Pacifique. Un avant-goût ce soir avec Nicolas Pérez et Meret Teato. Dernière ligne droite pour le lancement de la 3e édition du Rockstar eSport Championship
Cette grand-messe du jeu vidéo sur le territoire a réussi en quelques années à fédérer une nouvelle fois les virtuoses des manettes et autres joysticks. Je dirais que ce qui est intéressant, c'est qu'on en a 50% qui sont présents, qui reviennent, qui restent, et on a un autre 50% où à chaque fois c'est des nouvelles personnes, donc c'est bien parce que ça nous donne aussi un vent de fraîcheur sur les informations qu'on peut récupérer sur l'évolution du projet. Si le jeu vidéo reste le fer de lance de cette compétition, le cosplay en est aussi l'incarnation grâce au concours du plus beau costume. On a plus d'une quinzaine de participants cette année. L'année dernière, c'était la première. Là, on a renouvelé et ils repoussent encore les limites du cosplay. On a eu quelques petits aperçus et ça vaudra le détour. Il y aura un petit photo wall pour immortaliser tout ça. Donc vraiment, venez encore une fois parce que ça va vraiment être chouette. Après 3 éditions et la ferveur suscitée, l'organisation voit encore plus grand. L'objectif, c'est d'avoir un lien avec la Nouvelle-Calédonie. On a quelques contacts là-bas et en fait, moi, ce que j'aimerais faire, c'est une compétition avec une finale ici, sous un format assez similaire, mais qui opposerait les champions calédoniens aux champions polynésiens. Ça serait le kiff et après, on essaie Toata, quoi. Avec plus d'1 million de francs de prix pour les joueurs et de nombreux lots pour le public, nul doute que cette nouvelle édition fera des émules. Et du virtuel, on passe au réel. Le jeudi, place à l'actualité de nos sportifs à l'étranger. C'était Ara Sport tout de suite. On accueille Oriano, bien sûr. Oriano, Yorana. Yorana Sophie. Alors, on débute avec cet événement sur la Côte d'Azur. La Spartan Race et un Tahitien a marqué les esprits. Et oui, Michael Giroir, un enfant de Fa'a et militaire de carrière. Mais avant de partir à sa rencontre, je vous propose de vous expliquer le principe de la Spartan Race. C'est une course d'obstacles. Les compétiteurs s'affrontent sur un parcours qui mêle trail et obstacles physiques, comme grimper au code, ramper dans la boue, escalader des murs, et ça sur tout type de surface. Et Michael s'est donc illustré ce week-end à Saint-Raphaël, plus exactement. En effet, Sophie, il a terminé premier de sa catégorie, les 25-29 ans et 9e, toutes catégories confondues, avec 1066 compétiteurs. Une performance impressionnante pour un parcours exigeant. Michael nous fait part de son ressenti. On l'écoute. C'était ma première expérience dans cet univers qu'est la Spartan Race. Donc, j'ai choisi le format 5 km 20 obstacles en catégorie open. Chaque obstacle demande une approche différente, demande à avoir une certaine technique. Donc une préparation en amont n'est pas à négliger lorsqu'on se rend à ce type d'activité du moins. Mais aussi surtout une bonne détermination. Franchement, l'ambiance au top pour une première expérience. Les participants ils se soutiennent beaucoup entre eux. Même si on ne se connaît pas forcément, hein, il y a quand même un vrai esprit de camaraderie, de l'entraide et un bon public. Donc voilà, fier d'y avoir participé, fier d'avoir pu d'une certaine façon représenter mon île, de représenter un peu notre culture, notre esprit de persévérance. Enfin, que l'on continue tous dans cette voie. Le sport pour moi c'est l'avenir. Hein. C'est un bien mental, une saine vie et puis il n'y a que du positif dans le sport. Et en France, toujours, le Fénois s'apprête à participer au championnat du monde féminin de pétanque. Plus de 40 nations sont en lice. Oui, Sophie, le boulodrome de Douaisis accueille depuis hier les meilleures équipes du monde. Parmi elles, on retrouve une sélection tahitienne de 5 joueuses qui viennent des clubs de Reatea, Tamari, Punaru et Tefana. Et l'équipe de France peut aussi se targuer d'avoir une Tahitienne dans ses rangs. En effet, la France aligne 2 formations très solides et Toria fait partie de la première équipe polyvalente, capable de jouer milieu ou tireuse. Elle sera naturellement une pièce maîtresse pour le collectif aux côtés de partenaires expérimentés. Et la concurrence sera rude, Oriano. Et oui, elle sera rude. Il y aura la Thaïlande, Vietnam, Madagascar et Espagne. Ce seront toutes de la partie. Les premières épreuves ont été lancées ce matin avec le tir de précision. Les rencontres de triplettes débuteront cette nuit. Un grand fight-to-ito à toutes nos joueuses. Et de la pétanque, on passe au volleyball maintenant. Oliana Pincuit a démarré la saison avec son nouveau club élite. Et oui, vous la connaissez, à bientôt 35 ans, Oliana apporte toute son expérience et sa détermination à l'équipe de Clamart. Pour leur premier match, les joueuses ont affronté l'équipe de Quimper. Wallis Glaze était sur place. Regardez.
1,79 m d'explosivité, une main droite surpuissante et une détermination à rude épreuve. En provenance du Plessis-Robinson, Oliana Pinkoui est donc la nouvelle pointue du club de Clamart. À bientôt 35 ans, la Tahitienne a toujours le goût de la compétition. Écoute, cette transition s'est très bien passée. Je suis arrivée à Clamart, j'ai été très très bien accueillie. Et la preuve, le coach me fait confiance, je suis sur le terrain. Et j'apporte aussi mon expérience de joueuse, étant donné que je suis la plus ancienne, la plus âgée de l'équipe. Donc par ça, j'amène mon expérience. Du côté du club francilien, on est forcément très heureux de l'opportunité d'enrôler une joueuse de ce calibre. Un deuxième match de championnat où les performances de la Polynésienne sont scrutées de près. Pour moi, on a toujours une marge de progression, 34 ans ou pas. Déjà, la première marge de progression qu'elle a, c'est de se mettre au niveau des standards de la division, que ce soit les vitesses de jeu, les tempos, les systèmes. Et déjà, rien que ça, ça fait augmenter son niveau de performance une fois que c'est acquis. Après, oui, on ne va pas faire du développement technique hyper pointu, mais il y a des petites options à améliorer ici ou là pour l'optimiser et la rendre performante. Donc, il y a des choses à faire. Oliana, et c'est aussi une force de caractère, mais qui ne suffira pas ce soir à faire gagner les siennes. Défaite 3-7-0 face aux Bretonnes de Quimper. Mais ce soir, la joueuse a marqué les esprits des observateurs avec une distinction de meilleure joueuse de l'équipe. Une satisfaction pour celle qui jouait dans la division inférieure la saison passée. Il y a un écart de niveau où là on entre vraiment dans du jeu de haut niveau. Ça joue plus vite et ça joue super bien. Donc oui, il y a une différence de niveau entre la N2 et la deuxième division. Pour le reste de la saison, la volleyeuse a plusieurs objectifs en ligne de mire. Accrocher d'abord avec son club les 3 premières places du championnat, synonyme de qualification aux play-offs. Et enfin, la participation au prochain championnat de France militaire de volley à la fin du mois. Voilà, elle aussi, on lui souhaite un grand faïtoto pour son parcours. Et quant à nous, on se donne rendez-vous jeudi prochain pour de nouveaux épisodes de Théara Sport. Jeudi prochain, exactement. Merci beaucoup. Rendez-vous est pris. Le rendez-vous est pris jeudi prochain. Ne manquez pas donc les nouvelles de nos sportifs à l'étranger avec Oriano. Et c'est avec Oriano justement que s'achève ce journal. Merci de votre fidélité. Juste après une soirée consacrée à la gourmandise avec 3 épreuves de l'émission Le meilleur pâtissier. Demain, Mika Delattre reprend les commandes des journaux. Quant à nous, on se revoit lundi. En attendant et par avance, je vous souhaite un très bon week-end, une excellente soirée et surtout prenez soin de vous. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.